Là? Ouais, là c'est bon. Good. Ça va s'en aller après. Bonjour mesdames et messieurs, C'est dur, hein? je vous demanderai s'il vous plaît de prendre votre place. Vous m'avez posé une question, madame? C'est pas vous qui allez filmer, qui allez être filmé, ça va être moi qui va être filmé. En fait, quand je suis arrivé, il y avait 11 personnes. Et me disant qu'il était pour y avoir beaucoup d'absents à cause de la neige. Si je vais filmer le cours, je vais le mettre sur Léa. Puis là, j'arrive, puis presque tout le monde est là. Puis là, j'ai ma caméra. Fait que je vais me filmer quand même. Puis si vous avez besoin de faire de la révision, ou si l'année prochaine, j'ai le goût de m'absenter. C'est une bonne idée, hein? C'est une bonne idée. Merci. Bon, alors. Donc, pour la fin de clarté sur l'enregistrement, je ne vais pas commencer là où on avait arrêté. Je vais faire un petit pas en arrière pour que ce soit une leçon qui soit dans un tout complet et cohérent. Est-ce que cela vous convient? Donc, c'est pas vous qu'on filme, c'est moi. Je ne sais pas si... On voit très bien. OK. Alors, où en étions donc? Où en étions-nous donc rendus? Je fais attention à comment je parle. Développement cognitif des enfants de 0 jusqu'à la puberté. On va essayer de faire le moins de brassage de matériel sonore possible pour éviter les interférences. J'inviterai aussi pour fermer votre téléphone cellulaire pour que ça sonne pendant la rencontre. Donc, développement cognitif. Vous souvenez-vous des concepts qu'on a vus la semaine passée pour décrire ce qui se passe à l'intérieur de la tête de quelqu'un qui apprend? Quelqu'un? Là, attention, je ne suis pas en train de vous demander si vous savez lire vos notes de cours. L'objectif de la question d'un prof, c'est pas d'avoir la réponse, parce qu'habituellement, le prof est supposé de connaître les réponses à ces questions. Quand je pose une question, c'est surtout pour vous inviter à réfléchir vous-même. Sais-tu la réponse à cette question-là? Suis-je obligé de regarder dans mes notes de cours pour y répondre? Est-ce que je comprends mes notes de cours? Alors, si vous êtes obligé de lire vos notes de cours, c'est parce que vous ne comprenez pas la notion. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête au plan cognitif? Pas au plan neurologique. Oui. Vous avez des représentations. OK? Donc, une représentation mentale. Représentation mentale. Mentale parce que c'est dans la tête. C'est bien. Quoi d'autre? Vous avez levé la main? Non? Quoi d'autre? Les deux opérations. Opération mentale. Ces deux blocs-là constituent quoi? Un chien. Alors, dans notre tête, si on se souvient, je ne sais pas si on voit aussi là, cette portion-là du tableau à l'écran, si on se souvient bien, Piaget avait parlé du paradigme SO, S étant quoi? Vous voyez, la personne qui apprend et le O, les objets que l'on apprend. Alors, évidemment, les objets ne sont pas dans notre tête, mais lorsqu'on nous présente un objet, on se construit dans la tête un schème de cet objet-là que je représente par un petit O qui reproduit le O extérieur, et ce petit O, entre guillemets, il est dans la tête. Donc, lorsque l'on nous présente un objet, dans notre tête, on le présente à nouveau sous forme de schème. Donc, on a une représentation mentale.
Et cet objet-là, on peut agir dessus, on peut faire des choses avec cet objet-là dans la tête, quand ce sont des opérations mentales. Alors, si on veut faire apprendre quelque chose à quelqu'un, peu importe son âge, que ce soit un bébé, une personne âgée, un adolescent ou un étudiant de cégep ou un prof, on doit lui présenter des objets et s'assurer qu'il s'en fasse une bonne représentation mentale et qu'il fasse correctement les opérations à faire avec cet objet-là. Par exemple, un crayon, tu ne peux pas planter une planche en clouant un crayon. Ça ne va pas faire une bonne job. Ce n'est pas la bonne opération mentale à faire sur ce type d'objet-là. Donc, chaque objet, il y a des opérations qui lui sont propres. On ne fait pas la même chose avec une balle qu'avec un frisbee, par exemple. Ce n'est pas les mêmes genres d'opérations. Alors, voilà. Maintenant, pour construire un schème, on a vu deux processus qui sont utilisés dans l'apprentissage. Un processus illustré par la première flèche d'en haut, un deuxième processus illustré par la deuxième flèche, celle en haut. Alors, quel est le premier processus? Vous souvenez-vous de ça? Oui. La répétition du schème. Oui, la répétition du schème. Et il y a un nom théorique que Piaget a donné à ça lorsque l'on répète le schème. On est en train d'assimiler. Donc, assimilation. Oh, je dépasse. L'assimilation, c'est le fait de répéter le schème. C'est comme si l'assimilation, c'est une action répétée comme la mastication. Quand on veut assimiler un hamburger végé, on ne l'engouffre pas d'un coup, il faut le mastiquer. Et le mouvement de mastication répété fait qu'on va assimiler ce hamburger-là. C'est la même chose qu'on fait avec un objet. Si vous avez à assimiler un texte, il faut le lire et le relire et le relire. Il faut en discuter, il faut écrire, il faut répondre à des questions sur ce texte-là. Toutes ces opérations-là, le lire, en discuter, répondre à des questions, c'est des opérations qu'on fait pour assimiler un texte. Même chose avec un concept. Si vous voulez assimiler le concept d'assimilation, il faut que je pose des questions sur comment ça s'appelle, répéter un schème. Là, vous allez me dire assimilation, vous faites de la répétition. Maintenant, quand on arrive face à un nouvel objet, mettons l'enfant est en train d'assimiler l'objet porte et l'opération de pousser, tirer sur les objets qui ont des poignées de porte, puis il répète ça, il ouvre, il ferme toutes les portes. À un moment donné, il arrive devant une porte patio. Que fait l'enfant quand il arrive devant une porte patio? Qu'est-ce que tout le monde fait face à un nouvel objet dont il n'a pas encore de représentation mentale? Vas-y. Il essaye de lancer un schème. Exactement. On fait ça tout le temps. La première chose qu'on fait dès la naissance, jusqu'à la mort, là, à 145 ans, quand vous avez un objet, vous allez puiser dans votre répertoire de schèmes de que c'est cet objet-là. Puis là, vous allez essayer les schèmes qui ressemblent le plus à l'objet. Si c'est un objet rond, bien, vous allez aller chercher vos schèmes, balles, ballons, planètes, je ne sais pas trop quoi. Puis, en fonction de la représentation, vous allez essayer d'exécuter sur cet objet-là les opérations mentales qui correspondent. Si l'objet nouveau, en fait, n'est nouveau qu'en apparence, mais que c'est le même objet que les autres, mettons, vous tombez pour la première fois sur un ballon orange, là, vous allez essayer de le traiter comme un ballon, puis vous allez voir que votre schème, il fonctionne très bien, que la couleur, ça n'a aucune espèce d'importance sur la représentation mentale et les opérations à faire sur un ballon, mais vous allez jouer au ballon comme d'habitude. Mais parfois, il y a des objets qui sont différents. Mettons, tu prends un medicine ball, tu sais, les ballons, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, des ballons là, qui sont complètement rembourrés, qui sont mous, mais qui sont très pesants. Fait que tu ne peux pas jouer au ballon chasseur avec ça, tu ne peux pas jouer au soccer avec ça. Fait que quand un enfant qui est habitué de jouer au soccer tombe sur un medicine ball, la première chose qu'il va essayer de faire avec, ça va être quoi? De donner un coup de pied. Il va voir que son ballon, il n'avance pas bien, puis qu'il y a de quoi de pas correct. Fait que
Quand on essaie nos schèmes sur un objet, ça ne fonctionne pas. Là, on est comme... Piaget appelle ça un choc cognitif. Il y a comme un... Là, on va chercher dans notre répertoire, mais on ne trouve rien. Et là, on va explorer cet objet-là. Il y a une exploration, essai-erreur, jusqu'à temps que, par hasard, on trouve une opération qui fonctionne sur cet objet-là. Par exemple, le rouler comme une balle de neige, mettons, où on change notre schème. Alors, il y a donc le deuxième mouvement, celui qui nous amène à transformer nos représentations et à changer, à transformer les opérations, ça s'appelle comment? Accommodation. Accommodation. Donc, l'accommodation, c'est le fait de changer le schème. Puis quand je dis schème, ça veut dire je change ma représentation mentale et je change les opérations mentales. Maintenant, il y a deux façons de changer nos schèmes. Ça peut être l'exploration, puis par hasard, on finit par trouver comment ça marche. Donc, le hasard. Alors, le hasard, c'est pas particulièrement efficace. Hein? Avant d'apprendre à faire du fer forgé, l'humanité, ça a pris des milliers d'années, peut-être même des centaines de milliers d'années avant qu'on apprenne à faire ça. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de découvrir par nous-mêmes comment faire du fer forgé. C'est déjà fait par quelqu'un, puis il peut nous le montrer. La deuxième façon d'apprendre, c'est par l'enseignement. Et là, il n'y a pas que les profs qui font de l'enseignement. Le grand frère peut montrer à son petit frère à la maison comment dire du lait ou comment marcher. Ou, on peut apprendre des autres. Vous apprenez les uns des autres. C'est sûr qu'il y a des profs qui le font, mais les parents le font. On regarde quelqu'un jouer au soccer, puis on s'en va dans la ruelle, puis on a appris en observant quelqu'un faire la chose. L'important, c'est que la personne qui nous montre l'objet et les opérations à faire avec cet objet-là, le fasse comme du monde. Sinon, on apprend tout croche. Par exemple, moi, j'ai déjà appris la guitare en observant quelqu'un jouer de la guitare qui ne jouait pas de façon très technique. Et un jour, j'ai voulu prendre des cours de guitare. J'avais tellement de défauts qu'il fallait que je désapprenne la position. Puis fait que j'ai laissé tomber. J'ai dit, j'en ferai pas un métier. Je vais gosser ma guitare juste pour le fun. Fait que, mais sinon, j'aurais pu avoir une carrière extraordinaire. Mais bon, c'est raté. Alors, donc l'idée, c'est que si on veut développer l'intelligence de quelqu'un, quel que soit son âge, il faut procéder en respect de comment ça fonctionne dans la tête d'un être humain. Ça fonctionne comme ça. Que vous vouliez apprendre de la menuiserie, la pâtisserie, la construction automobile ou industrielle, ou des notions de chimie, physique, soins infirmiers, peu importe l'objet, c'est comme ça qu'on apprend tout le temps. Ça va? Maintenant, dans la tête, le cerveau ne va pas travailler de la même façon selon son niveau de développement. On se rappelle que dès la naissance, le cortex cérébral est très peu développé. Il y a beaucoup de mouvements réflexes. Et au fur et à mesure qu'il va y avoir des apprentissages, il va y avoir des connexions nerveuses entre les neurones. Les neurones vont se ramifier de plus en plus, ils vont faire de plus en plus de connexions nerveuses. Et avec l'augmentation du cortex, les compétences intellectuelles des humains vont évoluer dans le temps. Piaget a identifié 4 stades. L'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer quelles sont les caractéristiques cognitives de ces stades-là, parce que vous avez un stade, vous avez atteint un certain stade, la plupart d'entre vous êtes plus vieux que 15 ans. Donc, normalement, vous devriez être au stade, chronologiquement, oui, vous êtes plus vieux que 15 ans. Intellectuellement, bon, ça on verra après le cours. Certains peuvent avoir un choc cognitif. Donc, normalement, vous devriez être au stade formel.
Mais mettons que vous avez intervenir auprès d'un enfant, mettons un enfant d'1 an, ben intuitivement, vous savez que vous ne pouvez pas lui expliquer qu'il a la leucémie, puis qu'on va lui faire tel traitement. Mais on sait qu'un enfant, dès 1 an, il parle, il communique. Fait qu'il faut que vous soyez capable d'adapter votre communication et votre approche envers le patient en fonction de son stade de développement. De 0 à 2 ans, on pense d'une certaine façon. De 2 ans jusqu'à 8 ans, notre pensée se transforme complètement. À partir de 8 ans, notre pensée se transforme encore. Fait que selon l'âge de la personne, vous allez voir à quel stade il est et vous allez devoir adapter votre intervention en fonction de ce stade-là. Alors, les stades. Alors, je vais écrire les stades en dessous ici. À chaque stade, il va y avoir des représentations mentales et des opérations mentales caractéristiques. Alors, donc, le premier stade, c'est de 0 à 2 ans. Bon, la plupart des auteurs écrivent de 0 à 18 mois, mais dans notre cours à nous, on va comme faire un chiffron. Okay? Mettre 0 à 12 ans, ça va être plus facile à mémoriser. Puis le stade suivant, de 2 ans à 8 ans, souvent il commence à 18 mois, mais est-ce qu'on évalue l'intelligence de quelqu'un juste par son âge? Non. Moi, à l'examen, je vais vous demander, mettons Pearl, dans le cas de Patrick Patterson. Pearl, elle a quel âge? Elle a 12 mois, à peu près 1 an. Donc, ça veut dire qu'elle serait au premier stade du développement cognitif. Par contre, quand vous allez voir quelqu'un, la première chose qu'il faut lui demander, c'est son âge. Quand on veut évaluer le développement cognitif, la première chose, tu sais, des fois, les étudiants me parlent, « Ah, monsieur, ma fille a fait telle affaire. » Je l'interromps. Tout le temps. Donne-moi pas trop d'indicateurs, donne-moi pas trop de faits, de descriptions, parce que pour comprendre les informations que tu me donnes, j'ai besoin d'aller chercher le cadre théorique général. Quelle est la question que j'y pose? Quel âge a ta fille? Quand elle me dit, mettons, elle a 5 ans. Là, elle a 5 ans, je m'en vais chercher dans ma tête le stade numéro 2. Puis là, je dis, OK, maintenant, dis-moi tes informations. Puis là, je prends les informations, puis on se souvient qu'on avait, au premier cours, j'avais fait comme les grilles, les courbes de croissance. Si elle me dit, mon enfant a 5 ans, je m'en vais dans cette zone-là, puis je regarde, est-ce que les informations qu'elle me dit correspondent à ce qui est normal à cet âge-là? Si les informations qu'elle me dit correspondent au stade inférieur, bien là, ça va m'inquiéter un peu. Je vais dire, oh, il y a un retard de développement ici. Mais peut-être parce qu'elle ne sait pas quoi me dire sur sa fille. Elle m'a donné ces informations-là, sachant pas trop quoi me dire. Moi, je vais lui poser des questions. Y a-tu ça, y a-tu ça, y a-tu ça? Si elle me dit oui, je vais faire few, développer correct. Mais si elle me dit non à chaque fois, puis que sa fille elle a juste des informations, juste des faits qui correspondent au stade inférieur, bien, je vais dire qu'il y a un retard dans son développement, dans ce cas-ci, cognitif. Donc, l'âge vous sert uniquement de point de repère pour évaluer le développement de la personne, en fonction des indicateurs qui correspondent. Maintenant, à l'examen, je vais vous donner des enfants qui sont en plein milieu de leur stade. Je ne vais pas donner un enfant de 2 ans parce que là, vous allez hésiter, il est-tu sensorimoteur, il est-tu préopératoire, il est-tu dans le stade 1, il est-tu dans le stade 2. Je vais vous donner des âges pour pas que ça vous mélange. Puis je ne vais pas nécessairement présenter des situations de grand retard cognitif. Je vais juste vous demander à quel stade il est supposé d'être à cet âge-là. Vous allez me nommer le nom du stade. Chaque stade a un nom. Puis je vais vous demander, justifiez votre réponse. Pourquoi Pearl est-elle au stade sensorimoteur? Là, vous allez chercher, dans le cas, des indicateurs du stade 1, qui sont des indicateurs sensorimoteurs. Alors, donc, le premier stade de 0 à 2 ans s'appelle le stade sensorimoteur.
OK. Ça veut dire quoi, sensorimoteur? Ça veut dire que les chaînes de l'enfant, donc ces chaînes, ces représentations sont sensorielles et motrices. L'enfant de 0 à 2 ans, il ne pense pas avec des mots. Il pense... Peux-tu fermer la porte, Anne? Le prof de l'autre local qui compétitionne avec moi. OK, donc, vous, dans votre tête, là, ça parle. Vous avez probablement déjà remarqué que des fois, dans ta tête, ça te dit « Oh my God, j'ai oublié de faire mes lectures. Ah, il y a un examen la semaine prochaine. » Puis bon, c'est normal que ça parle. Ça dépend de ce que ça vous dit là, dans votre tête. Ça dépend de ce que vous faites avec ce que ça vous dit dans votre tête. Mais ça parle, okay, dans la tête. Mais avant 2 ans, ça ne parle pas dans la tête d'un enfant. C'est dur à se représenter là, comment ça pense dans la tête d'un enfant. Parce que ça fait longtemps que vous ne pensez plus comme ça. La semaine passée, je vous ai dit de ne pas penser à un ours polaire. Puis dans votre tête, vous avez vu un ours polaire, puis vous avez fait quelque chose en fonction de cet ours polaire. Soit que vous l'avez juste regardé, ou vous l'avez flatté, je ne sais pas trop qu'est-ce que vous avez fait. Là. Bon. Alors, cette représentation-là, elle était sensorielle, visuelle. C'est-à-dire que dans la tête d'un enfant, il y a des images. De 0-2 ans, là, il y a des images. Il y a des sons. Quand j'avais fait tom, tadadadam, je sais pas, je l'avais fait dans la classe. Alors, dans votre tête, ça fait tom, tom. On n'est pas obligé de le faire pour de vrai. Dans la tête, il y a une représentation. Fait que souvent, le mot représentation, on l'associe juste avec du visuel. Mais il y a plus que ça. Quand une personne vous décrit un bobo qu'il a, puis une blessure là, qui saigne avec plein d'affaires, là, tu as un feeling au même endroit de ton corps que la personne est en train de décrire. Là. C'est comme tu pognes ses affaires. Quelqu'un dit ah, chez nous, il y a des poux, puis là, tu l'écoutes, puis plus tu l'écoutes, plus tu as l'impression que ça te pique toi-même. Bref. Donc, tous les sens sont dans la tête de l'enfant. Quelle serait l'opération mentale que l'on fait sur une simulation qui est visuelle? C'est évident. Là. Okay, regardez mon crayon aussi, là. Regardez ça, là. Oh. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez suivi. Quand l'enfant est couché dans sa bassinette puis que son mobile tourne autour, vous regardez, là, il tourne. Donc, on va suivre des yeux, on va tourner la tête du côté d'un son, il y a un son de l'autre côté, on tourne la tête de l'autre côté. On fait ce type de mouvement-là. On va, etc. Pour tous les sons. Maintenant, une représentation peut être motrice. Tantôt, je parlais de la balle ou du ballon qu'on frappait. Frapper un ballon avec les pieds, c'est un mouvement moteur. Là, je ne sais pas si ça va avoir ça va être clair, là, mais dans votre tête, il y a une reproduction des mouvements de votre corps. Vous pouvez, sans bouger, vous imaginer en train de tourner la corde à danser puis sauter sans le faire pour de vrai. Vous pouvez vous représenter ça. Okay? Alors ça, c'est des mouvements avec les jambes, avec les bras, prendre quelque chose. Quand vous magasinez, quand vous magasinez des vêtements, vous avez tendance à tripoter les vêtements avec vos mains, à déplacer des belles piles, puis là, c'est pour ça qu'ils engagent du monde pour repasser derrière vous parce que vous foutez le bordel dans les étalages. Alors, un enfant de 0-2 ans, ça ne touche pas avec ses mains. On se rappelle de l'axe céphalocodal, proximo-distal. L'enfant ne va pas toucher avec ses mains. Avec quoi il va toucher les choses? Avec sa bouche. Justifiez en 2 mots votre réponse.
La bouche est habituellement dans le haut du corps, puis très souvent aussi, elle est proximale, parce qu'elle est habituellement au milieu du corps aussi. Donc, il va maîtriser. Fait que l'enfant touche avec sa bouche, pas nécessairement parce qu'il a faim. Il fait une opération cognitive, il essaie de comprendre des objets avec les opérations que lui, de 0-2 ans, il est capable de faire. Fait que l'enfant qui met des choses dans sa bouche, il apprend. Il apprend des choses. Donc, sucer, prendre, secouer. Mettons, l'enfant, tu dis donne à papa. Il prend quelque chose, puis tu dis donne à papa. Tu mets ta main, l'enfant va avoir tendance à te présenter l'objet comme ça. Donne à papa. Là, tu veux prendre l'objet, mais il ne va pas nécessairement le lâcher, l'objet. Vous avez des enfants de 9, 10 mois, 11 mois. Tu donnes à papa. Il donne, mais il ne lâche pas. Parce que lâcher un objet, c'est un autre champ. Il va avoir tendance à prendre des affaires. Tu le mets dans les bras de ma tante Estelle. Ah, j'aurais peut-être pas dû dire ça parce qu'elle va. Oh. Tu mets l'enfant dans les bras de ma tante Estelle, que j'aime beaucoup, et l'enfant va nécessairement pogner ses lunettes, ses boucles d'oreilles, ses colliers magnifiques. Tout ça. Okay. Donc, il y a plein de gestes que l'enfant fait dans sa tête. OK? Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire de 0 à 2 ans, et c'est le seul moment dans la vie où ça se produit, on voit en direct ce qu'il y a dans la pensée de la personne. Tu as juste à observer le comportement de l'enfant, puis tu peux te dire à quoi il pense. À quoi il pense? Il pense à qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement, avec ses yeux, ses oreilles, sa bouche, ses gestes, son déplacement. Il habite dans sa conscience totalement ses sensations et ses opérations motrices. Totalement. Ce qui n'est pas le cas après 2 ans. Après 2 ans, la personne peut ne pas exprimer sur le plan moteur ce qu'elle pense, puis elle va penser avec d'autres types de représentations. Fait que c'est, par exemple, vos pensées, je ne peux pas les voir actuellement. Votre discours intérieur, je ne peux pas le voir. Mais avant 2 ans, on voit tout ce que l'enfant pense. Ça va? Maintenant, je vais vous donner une caractéristique très importante qui va nous permettre de distinguer les enfants qui sont au stade sensorimoteur des enfants qui sont à un autre stade, plus avancé. De 0 à 2 ans, l'enfant n'a pas, je veux dire, non, je vais l'écrire comme ça, n'a pas la permanence de l'objet. Ce concept-là, il est souvent mal compris. On le confond avec la mémoire, très souvent. Alors, la permanence de l'objet. Okay. Alors, qu'est-ce que la permanence de l'objet? La permanence de l'objet, c'est le fait que lorsque l'on a un schème de bien construit concernant un objet, on est capable d'aller le chercher dans notre mémoire et de le ramener à notre conscience. Je vais vous donner un exemple qui prouve que vous avez la permanence de l'objet. Là, si vous ratez la question, là, si vous ratez l'exercice que je vais faire, ça veut dire que vous avez moins de 2 ans d'âge mental. Fait que concentrez-vous, s'il vous plaît. OK? Alors, quel est votre numéro de téléphone? Répondez pas à la question, répondez pas à la question. Est-ce que vous savez votre propre numéro de téléphone? Oui. OK. Alors, vous avez, avant que je vous pose la question, c'est quoi ton numéro de téléphone? Tu n'étais pas en train de penser, ah, c'est quoi mon numéro de téléphone? Tu n'étais pas en train de dire ton numéro de téléphone dans ta tête. Si oui, écoute, il y a un problème, là, parce que
Tu as un cours actuellement. Je ne pense pas à ton numéro de téléphone. Alors, mais par contre, quand j'ai dit c'est quoi ton numéro de téléphone, tu es parti dans ton bottin téléphonique intérieur, tu es allé chercher ton numéro de téléphone, puis tu as passé ton numéro de téléphone. Alors, vous pouvez faire ça, cette recherche-là, cette évocation d'un objet dans votre mémoire, le ramener à la conscience, seulement si vous avez la permanence de l'objet. Or, de 0 à 2 ans, les enfants ont-ils la permanence de l'objet? No. Ça veut dire que sa pensée, elle est toujours dans l'instant présent. Il pense à ce qu'il est en train de voir. Il pense à ce qu'il est en train d'entendre. Il pense à ce qu'il est en train de faire dans l'instant. L'enfant de 0 à 2 ans ne peut pas aller fouiller dans sa mémoire pour aller chercher un objet qui n'est pas présent dans son champ sensoriel. Question. Un enfant d'1 an, est-ce qu'il s'ennuie de ses parents des fois? Non. On aimerait ça que oui, mais non. Pourquoi il ne s'ennuie pas de ses parents, l'enfant de 2 ans? Parce qu'il n'y a pas la permanence de l'objet. Il n'y a pas la permanence de l'objet. Fait qu'il va s'ennuyer de ses parents si et seulement si il voit une photo de ses parents ou une vidéo de ses parents ou s'il y a un objet qui évoque l'odeur, l'image, le son de ses parents. Par exemple, je devrais dire ça sur la cassette, mais bon. Alors, par exemple, imaginons qu'un professeur X, okay, qui a un enfant de, mettons, 6 mois, 7 mois, et que ce professeur doit enseigner très tôt le matin, fait qu'il se lève très tôt, puis en entendant, il voit que son enfant est en train de faire du bruit dans sa bassinette, dans une pièce à part. Et là, ce parent-là dit que si l'enfant sait que je suis debout, il va gueuler, et je vais être obligé de le prendre, de le faire boire, puis de jouer un petit peu avec, puis je vais arriver en retard à mes cours. Fait que, vu que mes étudiants sont plus importants que mes enfants, ben je m'arrange pour que cet enfant-là ne me voit pas, ne m'entende pas, qu'il ne puisse pas penser à moi. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de repérer dans le corridor de la chambre alors les planches qui craquent. Parce que si je fais craquer une planche, l'enfant va savoir que je suis là, puis là, il va gueuler. Alors que là, il ne gueule pas. Donc là, je m'en vais jusque dehors, puis comme ça, ben, ta conjointe, qui est vraiment nulle en psycho, elle n'a pas fait le lien, fait qu'elle va marcher en espérant que son fils ne se réveille pas. Elle va faire du bruit, puis là, ben, c'est sûr que le bébé va appeler sa mère. Okay? Alors, ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas de mémoire. Ne mélangez pas la permanence de l'objet avec la mémoire. Parce que l'enfant ne va pas penser à sa bouteille de lait, par exemple, si elle ne voit pas la bouteille de lait. Mais si tu la fais apparaître dans son champ visuel, il va la reconnaître. Le fait de reconnaître un objet, c'est pas ça la permanence de l'objet. La permanence de l'objet, c'est être capable d'évoquer, sans aucun indice, un objet qu'on a auparavant assimilé. Voilà. Alors, dans le cas, je vais vous demander, est-ce que l'enfant est au stade sensorimoteur? Oui, OK. La preuve. Alors, vous devez utiliser des schèmes sensoriels. Est-ce qu'il suit un objet des yeux? Est-ce qu'il tourne la tête au son de quelque chose? Comme, je ne sais pas si je l'ai donné comme exemple aussi, mais à un moment donné, Maude, elle était toute petite, Maude était sur la table dans sa bassinette, puis ma blonde, j'avais dit ça. Ma blonde, elle a dit « Maude! » Puis là, Maude, elle s'était retournée, puis là, elle avait dit « Ah! Oh, Serge, notre fille, déjà, elle connaît son nom. » Là, j'avais dit « Roger! » Puis là, elle avait tourné vers moi. Évidemment, ça m'avait valu quelques insultes. Et comme quoi, l'enfant ne fait que réagir à ça. Voilà. Donc, voilà. Question. Oui, parce que là, juste pour ne pas être mélangé, la permanence de l'objet, je l'ai tout
tout à fait compris avec les exemples que vous nous donnez, mais vous dites que ce n'est pas la mémoire. Ça Non. n'a rien à voir. Mais le fait que, justement, c'est quelque chose qu'on va chercher, non? Oui. Parce que nous, on a la Si on va le permanence. chercher, si tu vas C'est dans notre chercher, mémoire. oui, ça veut dire que la bouteille ou le parent, il est dans la mémoire de l'enfant à 6 mois, 3 mois même. Il est dans sa mémoire. Mais si le parent n'est pas dans son champ visuel, l'enfant ne peut pas aller chercher dans sa mémoire. Donc, il faut une stimulation quelconque Ouais. pour que l'enfant... Pas quelconque, dis pas quelconque. Ben, une Quel stimulation genre par de rapport à- stimulation? Ben, Il faut que ce soit une stimulation sensorielle et motrice. De D'accord. quelle façon on communique avec un enfant? De façon motrice. Tu as donné le vaccin à un enfant d'1 an. Est-ce que ça arrive des fois qu'un infirmière, ça doit piquer un enfant d'1 an? Oui. Oui, ça arrive. Fait que là, tu ne peux pas y expliquer, alors là, ça va être bon pour toi, je vais te donner un vaccin, ça va te faire mal, mais tu vas voir que cet hiver, tu n'auras pas la grippe. Ça, tu dis ça à la mère. Tu peux parler à l'enfant, mais l'enfant, il entend un son dans sa langue maternelle, peut-être. Et bon, mais il faut le toucher. La voix douce. Tu veux piquer un enfant, tu vas. Oh là là, on se calme, je vais te piquer, là, tu vois, ça sera pas mal. Déjà, tu le stimules pour qu'il ne trouve pas ça cool de se faire piquer par toi. Alors que si tu abaisses ton ton, si tu te. Pourquoi le bébé braille tout le temps quand je le donne dans les bras de mon oncle Roger? Mettons. Parce que mon oncle Roger, il a les mains frettes. Puis quand il donne un bec, il a la barbe rugueuse. Puis quand il tient un bébé, ben il tient comme ça. Oh, c'est beau, hein? Tu sais, il y a des gens qui ne savent pas toucher les gens. Il y a des gens, là, tu donnes la main, là, c'est des inhabiletés sensorimotrices, ça. Tu prends le temps que ta main découvre de façon sensorielle. Quand on joue de la guitare, tu as le feeling des cordes, puis de la frette, puis c'est un savoir sensorimoteur. On n'a que cette façon de penser-là entre 0 et 2 ans, mais vous avez encore, surtout en soins infirmiers, le feeling d'une peau qu'on traverse, tu sais, quand tu piques, là, comme j'ai été donné du sang la semaine passée, quand est-ce que tu sais que tu es dans la veine?